Alors, on commence. Conventionnellement dit, cette exposition ne montre rien de visible au premier degré du terme. Donc, absence de référence habituelle. C'est ce qu'écrit Lars Fredriksson à propos de son exposition à la galerie L'Olave à Lyon en 1987, où ce qui était apparent dans la salle était seulement 2 enceintes et quelques chaises, afin d'attirer l'attention sur les questions relatives à l'écoute. Comment on écoute? De la même façon, dans les livres qu'il fait avec des poètes français à partir des années 70, il attire notre attention sur des questions de lecture. Comment on lit? Et de même que Fredriksson essaye de mettre en évidence la dimension plastique du son, de même il essaie de mettre en évidence les dimensions plastiques extensives de la page et de la lecture. Chez Fredriksson, la page n'est jamais une surface, mais une matière qu'il greffe, qu'il grave, qu'il trouve. En même temps qu'il indique que l'important n'est pas la trace en soi, mais l'espace. Ce qui est avant ou après, ce qui est autour. C'est de ces lectures de Fredriksson, aussi violentes que délicates, qu'on va essayer de parler un peu ce soir. Question autour de la lecture, donc pour reprendre le titre d'une rencontre entre Fredriksson, Claude Brouillet-Journoux et Roger Laporte aux Fondations MAG, Saint-Paul-de-Vence en 1981. Dans les années 70, 80 et 90, Fredriksson fait toute une série de livres avec des poètes et des écrivains tels que Claude Brouillet-Journoux, Anne-Marie Arbiac, Edmond Javès, Roger Laporte, Alain Weinstein, Roger Gijoux, Jean Dève, Jean Debrenne, Maurice Benamou et autres. Ils travaillent sur leurs travaux, ils lisent leurs textes et eux, ils regardent et lisent les travaux de Fredriksson. En tant qu'artiste lecteur et non en tant que traducteur officiel, Fredriksson a également traduit une dizaine de livres en suédois. Et il intervient dans une douzaine de revues fragments, Schlamval, Change, A, Argile, Terrier, L'humidité, première livraison, Zéro limite, actuelle, préoccupation. Je me souviens encore de l'étrange fait que ça m'a fait de voir sur la couverture d'un livre de Roger Laporte, Études. Voilà, ce livre. Publié en 1990, le nom de Fredriksson. Laporte était un écrivain absolument fascinant, et voici qu'il étudiait Lars Fredriksson à côté de Blanchot, Celan, Char, Derrida, Desforêts, Giacometti, Hölderlin, Kafka, Kierkegaard, Mozart, Nietzsche, Novalis, Proust, Bram van Velde, Valéry, etc. Le texte de Laporte, intitulé avec une formule du poète Roger Giroux, « Cela ne s'atteint pas », avait été publié la première fois dans la revue Argile en 1976 avec des dessins fax de Fredriksson pour Giroux. Ces dessins fax, quand j'ai retrouvé le numéro d'Argile, m'ont frappé d'une force noire sourde, très intense, je veux dire. Fredriksson, on le sait, n'a pas tellement aimé l'art anecdotique. Mais voici pourtant une anecdote. Quand, des années plus tard, en 1997, j'ai introduit le travail de Fredriksson dans la revue suédoise Ord och Bild, j'ai également reproduit ses dessins de Giroux, ainsi que ses dessins pour l'édition courante de son livre avec Claude Brouillet-Journoux, Le travail du nom, de 1976. Quelques abonnés de la revue Ord och Bild n'ont pas discerné ces dessins de Fredriksson comme des dessins, mais ont cru qu'il s'agissait d'une erreur technique dans l'impression de la revue. Voilà. Je ne mentionnerai pas cette anecdote si ce n'était pour le fait que les interventions de Fredriksson dans les revues et les livres, les lectures de Fredriksson ont toujours cette qualité non pas d'illustrer ou d'affirmer le texte, mais de le mettre en question, de souligner les tensions qui le traversent, de mettre en évidence ce qui nous sépare, de questionner notre lecture, de la spatialiser. Et parfois, ces interventions
tensives peuvent paraître si proches de l'invisible que les lecteurs inattentifs ne le reconnaissent même pas. On n'y voyait que du feu. Alain Weinstein a dit, par exemple, à propos des réactions sur le livre L'introduction de l'appel, publié par Orange Export en 1975, avec des gravures de Fredrickson. Roger Laporte écrit ceci dans une prière d'insérer. Je vais citer quelques lignes. Alors. À l'opposé de ces ouvrages de luxe où textes et illustrations ignorent, on ne saurait donner meilleur exemple que l'introduction de l'appel. Non pas d'un côté un texte, de l'autre la gravure, mais une page écrite à deux mains, et non pas, malgré l'apparence, par deux auteurs. La page impersonnelle écarte les noms propres. De très minces balafres raient la feuille et ainsi scandent tout le texte, assure sa violence. Balafres blanches, silencieuses, presque abstraites, mais qui les trace? De quoi sommes-nous protégés par l'épaisseur dérisoire d'une feuille de papier? L'envers et l'endroit jamais ne se rencontreront. Le creusement continu, la solitude est sans fin. Fin de citation. Je viens de lire un livre magnifique, un texte d'une densité rare, d'une exigence reconfortante, un texte qui me fait respirer. Et tu sais comment cela est difficile. Écrit Fredrickson en 1987 à Laporte, avec qui il avait déjà fait un premier livre en 1972, Souvenir de Reims, comportant un jeu de 3 gravures, lesquelles ensemble en constituent une seule ou un précis d'une gravure possible. Claude, tu m'aides à voir, écrit Fredrickson à Claude Royer-Journoud en 1971, à l'époque où il fait une première lecture en forme de livre-sculpture du texte de Royer-Journoud, Milieu de dispersion, avec sa question exigeante, échapperons-nous à l'analogie? Cette lecture livre, Milieu de dispersion, fait partie de sa grande exposition Fondation Mag en 1972. Inox et plexiglas. De même que sa série de 14 gravures de 1971, nommée Il y a lecture d'un livre double, d'après les 2 livres d'Edmond Jabès, Yael et Elia. Dans la revue de Royer-Journoud Schlanbad, Fredrickson intervient en coupant une page en 2, par exemple, tandis que Royer-Journoud écrit sa lecture de travail de Fredrickson en forme d'un poème nommé Le récit de Lars Fredrickson, traduit en suédois comme Lars Fredrikssons berättelse. Voilà ce petit livre. En 1976, c'est donc le travail autour du texte de Royer-Journoud, le travail de nom pour le livre sculpture, le travail de nom, cette œuvre très importante dont on va beaucoup parler ce soir, surtout Eric. Mais il faut également mentionner les travaux sonores qu'a fait Fredrickson à partir des livres d'Anne-Marie Alberac, de Chandel et de Claude Royer-Journoud. Si son travail à longue haleine sur le livre d'Albiac, État de 1971, n'aboutit jamais à un résultat qu'il trouve satisfaisant à cause de manque de synchronisation entre les 10 pistes. En revanche, une lecture spatiale sur bande magnétique à 4 pistes, où Fredrickson relit la lecture enregistrée de Dave, de son double récit 1-2 de la série Non aperçue, est présentée en 1977 au Centre Georges Pompidou et ici à l'Institut suédois. À l'Institut suédois est également présenté en 1979 le travail sonore de Fredrickson autour du livre de Royer-Journoud, La notion d'obstacle. Comme le décrit Royer-Journoud dans une conversation avec Emmanuel Lecard dans la revue Action Politique en 1982. Voilà. J'ai été frappé une fois la notion d'obstacle écrite de m'apercevoir qu'il n'y a pas une seule fois le pronom personnel « je ». Il est remplacé par une pluralité de mots qui se répondent en écho. Bois, sommeil, froide, il, elle. Ce sont ces mots qui font personnage. Quand j'ai entendu le travail stéréophonique fait par Lars Fredrickson à partir de ma lecture de la notion d'obstacle, le baffle de gauche correspondant à la page de gauche, celui de droite à la page de droite, il n'y avait pas de centre, sinon la pliure de livre ou le vide entre les haut-parleurs. Je me suis rendu compte physiquement de cette absence de sujet. Et je pouvais vraiment ressentir cette tension des personnages,
cette théâtralité qui circulait de la première à la dernière page du livre. Fin de citation. Lecteur de livres de Royer Journaux, Albiac, Géraud, Weinstein, Laporte, Fahine et autres, Fredriksson a également, je l'ai déjà mentionné, traduit une dizaine de livres en suédois. De Royer Journaux, il traduit les 2 premiers livres de sa tétralogie, Le renversement de 1972 et La notion d'obstacle de 1978. Voilà le renversement, vous voyez ? Bien ici. La notion d'obstacle. Mais aussi le texte, le drame maternel ou la restitution. Une lettre de Royer Journaux de 1983, dont je citerai quelques passages pour finir cette courte introduction, on parle ainsi. Lars, toi qui dessines avec la langue, encore une extraordinaire surprise. Modeslakenet eller återställandet. Je garde précieusement les versions dactylographiées. On y travaillera ensemble dès que possible. Quel magnifique cadeau, ou plutôt quelle magnifique présence et joie. Être ensemble et séparément dans un même mouvement de langue fictionnelle. Au fond, je suis bouleversé de te voir ainsi revenir à ta langue. Et c'est merveilleux parce que, simultanément, je te sens beaucoup plus à l'aise et joyeux dans le français. Comme si le suédois te donnait le français et vice-versa. Derrière ma table, il y a une mur Fredriksson, ta sculpture, 2 aquarelles et une gouache. Bien sûr, je ne dis à personne que tu as également traduit État, mais j'en suis heureux. État. J'ajouterais finalement que dans le contexte d'une exposition que nous avons organisée au Moderna Museet à Stockholm en 2018 et de Publish Distribute, nous avons montré, entre autres, quelques-uns de ces tapisseries ainsi que les livres de Fredriksson que j'ai mentionnés afin d'attirer l'attention notamment sur la spatialisation de la lecture explorée par ces travaux, documentés par la suite dans ce numéro de la revue OI. Alors, dans une conversation, on ne peut rien dire. Dans une conversation, on parle, mais on ne dit rien. C'est ce que dit Lars Fredriksson dans une conversation informelle, mais enregistrée avec Erling Connell dans les années 60-90, afin d'établir un lien quand même avec cette approche très critique de la conversation. Nous avons convenu que chacun va préparer un petit texte pour essayer de dire quelque chose, et puis que nous poursuivons ensuite la conversation sur cette base. Non? Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont à mes côtés. Helena Eriksson, poète, auteure d'une douzaine de livres de poésie. Elle est également traductrice et connaisseuse d'Unicassul. Il y a 25 ans, elle a fait avec moi un livre centré sur le travail de Claude Royer Journaux, Anne-Marie Albiac, Chandel, Emmanuel Ocar et autres. Voilà. C'est lui, lorsqu'il est dit dans l'eau. J'écris dans tes mots, c'est une citation de Royer Journaux, évidemment. C'est-à-dire, dans beaucoup de cas des poètes avec lesquels Fredriksson a travaillé. Je sais, Helena, que tu as une œuvre de Fredriksson dans ton atelier et tu es également membre depuis les années 90 de l'association suédoise-norvégienne non officielle Lars Fredrikssons vänner, les amis de Lars Fredriksson. Tu as récemment traduit un roman d'Anne-Marie Albiac, La Mezzanine, et tu viens de finir la traduction de son œuvre poétique entière, rassemblée par Flammarion dans le volume 5 Le Cœur, qui sortira ensuite dans quelques mois sous le titre de Fem kören.
Voilà le livre chez Flammarion, il faut le lire. Hein. Éric Pestéi, un des éditeurs de poésie les plus engagés en France, sans aucun doute. Il y a presque 20 ans, il a créé Pestéi Éditeur qui offre aujourd'hui un catalogue particulièrement impressionnant et inspirant avec des livres incontournables qui ont également un lectorat passionné en Suède, par exemple. Voici, comme par hasard, 2 livres de Francis Coin. Chez Éric Pestéi Éditeur, non? Oui, oui. Et 2 livres de Roger Giroux. Éric Pestéi Éditeur, oui. Et un autre livre sur Claude Lejeunot, La poésie entière et préposition, nouvelle édition augmentée, très beau, pour le lire également. Oui. Il y a aussi, par exemple, des livres de Léna, etc., en français. En 2005, Éric Pestéi a fini sa thèse remarquable en 3 volumes, La notion de récit chez Claude Journaux. Il écrit également sur le livre Sculpture, le travail de nom, dont on va parler ce soir. Francis Coin, finalement, poète, philosophe, connaisseur de Jacques Dupin, de Valère Novarina, et qui a également édité, par exemple, avec Michel Coin-Alemi, un numéro de la revue Critique avec le titre Les Intensifs, poète du XXe siècle. C'est un livre sur Claude Journaux, Je te continue ma lecture, dans lequel on trouve aussi un texte de lui sur Journaux et Fredriksson. Mais ce n'était pas son premier livre sur Fredriksson. Il faut également mentionner Voiradlan dans Préoccupation, numéro 789, 1999, non? Numéro spécial sur Fredriksson, ainsi que Recto Verso de Lars Fredriksson dans le premier des 2 numéros sur Fredriksson du Cahier du Refuge en 1999. Espace vide en déplacement. À propos de Fredriksson, Francis a parlé d'un morphose sonore ou d'inframince auditif, de retard en lecture ou la lecture comme une catastrophe picturale sculptée par Fredriksson, je me souviens. Donc, Léna Eriksson, lecteur, traducteur d'Anne-Marie Albiac et de Claude Journaux, je sais qu'en tant que poète, tu as aussi écrit sur Lars Fredriksson. Et tu as lu quelques lettres de Fredriksson à Albiac, et tu as également écouté le travail sonore de Fredriksson sur la lecture enregistrée d'Albiac, licence en livre état. Tu vas nous parler, j'espère, un peu de tout ça, et ainsi que peut-être brièvement quelques-unes des traductions que Lars a fait en suédois. Donc, oui, un peu de tout. On commence. Ja, det låter ju jättebra. Bonjour tous. Je vais commencer par lire quelques extraits de mon texte Vébouille sont de mur, qui témoigne de ma première rencontre avec les pièces sonores de Lars Fredriksson. Il a été écrit il y a 20 ans, après ma visite à l'exposition de Fredriksson à Galerie Box à Göteborg. Et suivi d'un son, mais on n'entend aucun son. Juste un bruit sourd de l'intérieur du corps. J'ai pensé à l'enfant. Une pulsation sombre, un pas dans un mur souple, perméable, comme l'enfant était sombre à l'intérieur de son, enveloppé de son. Je ne savais pas d'où venait le son. Il se déplaçait le long des murs. Je me suis dirigée vers lui.
il est retourné dans son noir, lourd et en même temps vacillant entre les ventricules. Peut-être il s'est propagé simplement, une pulsation irrégulière, latérale, ou un décalage par rapport au cœur. Les membranes se gonflaient, les liquides se bougeaient lourdement autour de sa forme. Je voulais leur demander de baisser le son, quand un autre son est venu. Elle s'est déplacée au-dessus de moi dans l'espace. Aux intervalles glissants, une voix dans l'espace, peut-être la voix de l'espace même. C'est ce que je pensais. Il a dit qu'il a été sûr que c'était une femme. J'ai imaginé des cordes tendues entre toi et puis. Où se trouvait-elle? Où était-elle pendant la journée? L'enfant n'a pas répondu. Sa voix dans la chambre, dans la grande maison, comme il a cherché partout, dans le mur partout, mais elle a disparu, revenait plus tard. Est revenue dans la nuit, se pousse contre la paroi interne, comme s'il est venu de l'intérieur et voulait sortir. Au bout d'un moment, autre chose, une voix faible, de différentes directions. J'ai fermé mes yeux, me trouvais près d'elle. Le vent dans les arbres, tout à fait imaginé, mais là, la voix dans le vent, à peine audible, des 10 haut-parleurs. La position de l'espace dans le corps, où se trouvait-elle? Par fort le corps, le son par fort l'espace se trouve dans le corps. La position du corps dans l'espace change le son qui, par fort l'espace, le son absorbe l'espace. Un bruit imaginé de crayons, les murs de verrouille. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Lars Fredriksson s'intéressait à la poésie d'Anne-Marie Albiach. Il existe sans doute une sorte d'affinité entre ses œuvres dans la précision, dans l'intensification de l'espace. Et comme souvent les œuvres de Fredriksson, la poésie d'Albiach n'offre pas non plus une perspective fixée ou une vue d'un ensemble. Au contraire, elle nous oblige à supporter une certaine incertitude. Comme chez Fredriksson, on se trouve devant et dans un changement constant pour chaque approche ou lecture, des nouvelles découvertes, des nouveaux angles, une ambiguïté ou pluralité où rien n'est décidé ou prédéfini à l'avance et où il y a de la place pour le lecteur de respirer. Il y a 30 ans, lorsque j'ai rencontré pour la première fois la poésie d'Anne-Marie Albiach, cette sensation a été pour moi déterminante. Elle est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai passé tant d'années à traduire ces textes. Une autre est probablement une attirance pour ceux que je ne comprends pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Fredriksson quand il dit que traduire est une bonne façon à lire, ou de lire. Cette sensation de pouvoir respirer, qui est en même temps une sensation de liberté, est en partie venue des Blancs dans les textes d'Albiach. Elle parle dans une conversation avec Francis Cohen à propos de son livre État, de ces espaces blancs comme des appels d'air, qui fait part d'une logique souterraine, une logique que le lecteur accède en lisant. Ces pensées
sur ce qui se passe dans le texte et ce qui peut se passer entre livre et lecteur me semble pas trop loin de la façon de penser de Fredriksson. Il y a chez Albiac un intérêt pour les nombres et la représentation graphique, comme par exemple des diagrammes. Il dit à Chandève lors d'un entretien que pour elle, la géométrie est nécessaire comme base, comme un contrepoids au lyrisme. Cette terminologie géométrique d'Albiac qui tire vers l'existentiel ou la philosophie, je peux l'associer à Fredriksson. Par exemple, des mots ou termes comme asymptote et transversal. L'asymptote est une ligne droite dont une courbe s'approche de plus en plus, mais sans jamais l'atteindre. Ce qui me semble aussi assez typique de Lars Fredriksson, avec ces lignes ou traits qui se presque, mais pas complètement, rejoignent, qui sont presque pas visibles et les sont à la limite de l'inaudible. La transversale est une ligne qui traverse perpendiculairement une autre ligne ou système de lignes. Elle est inexorable dans son dépassement, chez Albiac, irréversible. La transversale a aussi une force qui la laisse traverser des frontières, peut-être pour aller à l'extrême. Aussi inexorable est le travail de Fredriksson dans ses interventions dans les matériaux. Dans ce contexte, je pense aussi aux mots comme déchirure, entaille, fente et autres, des termes utilisés par Albiac et des phénomènes très présents chez Fredriksson dans son traitement ou dépassement physique de la matière ou de la peau du papier, à la fois violent, à la fois subtil. Fredriksson écrit 1977 dans la revue Humidité. Au sujet de la matière sonore, je ne peux pas taire la lecture de État, bien qu'elle soit toujours en chantier depuis 6 ans. Une lecture spatiale sur magnétophone à 10 pistes, où des problèmes de synchro, etc., me jouent des mauvais tours. Il n'a jamais réussi à la terminer. J'ai écouté ce que je pense être 4 versions de cette lecture spatiale. La lecture d'Albiac, retravaillée par Fredriksson. Il m'est difficile de tirer des conclusions sur ce qu'il a voulu réaliser, mais, par exemple, dans certains passages, il réduit les sons presque à inaudibles. Dans d'autres, le contraire. Je ne connais pas la signification pour lui, ici, des passages bas ou hauts, ou le principe éventuel pour la sélection des passages qui doivent être l'un ou l'autre. Cependant, j'ai remarqué que des versions de la même partie se diffèrent par rapport à cela. Il faut dire ici que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces traductions d'Albiac, seulement quelques-unes des autres poètes. Fredriksson n'a, comme il dit, pas du tout fait des traductions pour traduire ou interpréter les originaux, mais pour essayer de continuer à sa façon. Ce qui existe déjà n'est pas important pour lui, et chaque lecture est aussi une réécriture, où il ne s'intéresse pas à ce qui n'est pas essentiel pour ce qu'il veut faire. Le plus souvent, il a choisi comme pronom le neutre, den, det, comme en suédois, comme it en anglais, pour il et elle. Et en suédois, il faut choisir. Ma traduction, la réécriture que j'ai faite, n'a pas pu prendre d'Albiac,
n'a pas pu prendre autant de liberté que celle de Fredriksson. Pourtant, il existe des différences fondamentales entre nos travaux. Fredriksson, en tant qu'artiste, s'intéresse plutôt à la lecture elle-même. Ma tâche consiste davantage à élaborer un texte à lire. Notre propre placement dans la pièce, nos circonstances, notre capacité de concentration, notre patience affectent notre réception du travail. Chaque fois que nous nous approchons, notre expérience est différente. Lars Fredriksson et Anne-Marie Albiac, ils nous entraînent à être attentifs. Claude Journeau l'a dit d'une façon très belle, qu'il faut des préparations avant de s'approcher de Lars Fredriksson. Il faut comme une purification. Et cela, je pense, pour obtenir une attention maximale. Il dit aussi que même si un ouvrage de Fredriksson n'a pas de centre, il a cependant une identité qui nous permet de transformer la connaissance en ignorance. Cela me semble ici essentiel, que nous, avec nos organes sensoriels épuisés et surchargés, pouvons, en effet, nous préparer pour nous mettre dans un état ou position où nous sommes capables de percevoir à nouveau. Enfin, je vais lire quelques pages de ma traduction d'Albiac, quelques pages de H2 Linière de son livre Mezza Voce. Ce texte a été traduit aussi de Lars Fredriksson. Je dédie ma lecture à lui pour son travail pionnier. H2 Linjära. Hon var medveten om den tvärgående linjen där cessuren är synlig i form av Ennead. Den brantaste myten. Viss optisk grafiskhet och metafor. Fjärran att de reducerar talandet till kören, överraskade varken av sina rörelser i rummet eller av deras indelning. 2. Tar tillbaka. Bruket av pronominell fiktion. Eller föreställer sig horisonter, kataklysmer. 3. Kören vid bortslitandet. Platsen för reduktion. Hon trodde på minnet, ur det förbättringsbara minnet. Resurser gemensamma för organen. Och kroppen ensam. Näringsgenetik. Vid horisonten bortslitandet.
4. Det är inte för att styra historien, motsäger längre. Horisont. För bedömning av synförmåga. Omvänd. Hon skulle ha upplevt dubbelheten hos bilden som i utskärningar identiska. 5. Sedan undvikandet i början kom de bara, tog sig för ett namn annat, upprepade att säga så. Utarbetandet i, de vill bara ha det mer, detta vita. Folkmassa, kören, passage, här. Förenklar sinnlikheten hos tidigare steg, kroppen till kroppen, arbetar så hårt på dess yttre. Merci. Merci Elena. Et, c'est bon, ça marche pas. Allô? Allô? Alors, Francis, Lars Fredriksson, lecteur. Oui, ça va? C'est vers le haut. Ouais. Maintenant, je pense que c'est OK. C'est OK. C'est OK? Voilà. Les lectures de Lars Fredriksson se passent toujours entre. Je ne vois rien, dit Watson. Pas du tout, dit Holmes. Vous voyez tout, mais vous n'arrivez pas à tirer de conclusion de ce que vous voyez. Arthur Conan Doyle, L'escarboucle bleu. Une certaine distance parcourue entre le livre et le livre, entre son titre et son absence de titre. Le moment où la page est sans trace rassurante, où il n'y a plus de traces pour les autres, ni pour soi, où le trajet blanc s'est accompli au-dedans de la blancheur. Edmond Jabès, Elle ou le dernier livre. Ce qui se passe toujours entre. Lars Fredriksson. Dans une lettre à Claude Royer-Journoud du 3 septembre 1989, qui est apparue dans le numéro 1 de Fin, la revue que faisait Jean Dève, Lars Fredriksson évoque une traduction préliminaire de la notion d'obstacle de Claude Royer-Journoud. Cette traduction se présente, je cite, comme la plus simple et la plus rudimentaire des lectures possibles. Rudimentaire, cette lecture ne prend pas en compte la disposition des vers sur la page, ne se soucie pas des corps de caractère, ni les italiques sont ignorés. Il précise qu'il a fait abstraction du lien du livre. Je ne sais pas s'il y a une coquille, mais je crois qu'on pourrait tout aussi bien considérer qu'il fait abstraction du lieu du livre. Du lien au lieu du vers, du mot, de la lettre. La traduction s'abstrait de l'espace du livre, et ce geste est troublant.
il semble paradoxal et aux antipodes du travail de Lars Fredriksson. Aux antipodes parce que le travail de Lars Fredriksson est indissociable d'une réflexion sur l'espace dans lequel le moindre indice est enveloppé. Il n'y a d'élément que par un espace qui lui donne consistance. Un trait sur une toile, un poinçon sur un inox introduisent une lecture discrète au sens mathématique et qui suppose un espace. Paradoxal parce qu'en étant au plus près de l'écriture, je cite Lars Fredriksson, j'ai voulu suivre tes textes au plus près. Lars Fredriksson prend en compte l'espace de la page et le volume du livre depuis le mot. Il s'éloigne du vers depuis son égarement, compte tenu de son égarement. Il faut s'égarer du vers, de la page, pour lire. De même qu'il faut peut-être parfois fermer les yeux pour regarder le travail plastique de Lars Fredriksson, et plus encore pour l'entendre. De même, il faut momentanément ne pas regarder le vers pour le lire. Il faut, avec Lars Fredriksson, nous habituer à penser que le lisible est du visible dans un espace en puissance. Il y a sans cesse un entrecroisement entre le visible et le lisible qui met en jeu un rapport inédit à l'espace. Quel que soit le travail de Lars Fredriksson, il a lieu entre le mot et la page, entre le spectateur et l'œuvre, entre l'œuvre et le lieu où elle se montre, entre le poème et la sculpture, entre le poème, les traits et les incisions sur la page. Dans le simulacre, la dernière séquence de la notion d'obstacle, la notion d'obstacle de Claude Journoux, Lars Fredriksson a lu, je cite, donc le passage de la notion d'obstacle, l'égarement du trait quand l'espace les dispose ainsi. Les vers sont-ils pour les compléments du verbe dispose? Pour Lars Fredriksson, assurément. Sa lecture est une pratique de l'égarement, du décentrement du regard. Ce que nous lisons n'est pas ce que nous regardons. Une pratique de l'égarement du trait dans la plus grande proximité avec l'écriture de Claude Roy-Journoux. Lars Fredriksson, comme il l'écrit dans sa lettre à Claude Roy-Journoux, continue à travailler à sa façon, en lisant Claude Roy-Journoux. Le trait fredriksonien est très proche de la ligne de Kandinsky. Il procède du point. La ligne pour Kandinsky, je cite le texte, est la trace du point en mouvement. C'est sans doute ce que Lars Fredriksson aura retrouvé dans Elle ou le dernier livre d'Edmond Jabens, puisque dans ce livre, les points sont les titres des séquences. Il y a 2 séries de 4 séquences qui s'inversent comme dans un miroir en inox de Lars Fredriksson. Alors, je vais faire comme Jonas. Alors, c'est pas le livre sur lequel a travaillé Jaurès, mais il a dû le lire. Ah non, oui, c'est à la fin, pardon. Vous n'allez pas voir grand-chose, c'est-à-dire que... c'est ça. Les points, là, sont les titres des séquences. On voit les points là, avec tout est inversé. Enfin, la page 17, et puis là, c'est le chapitre 4, 3, 2, 1, et puis c'est renversé comme... c'est clair, je le dis, comme dans un inox, c'est-à-dire ça commence par la fin, alors 4, 3, 2, 1, et puis là vous avez les pages 79, 89, 99, 105, et puis en face 4, 3, 2, 1. Donc ça, je ne sais pas si c'est
clair ce que je raconte. Un effet de miroir, voilà. Et puis le livre, vous voyez, le point est là. C'est quoi un livre, demande Lars Fredriksson. Je cite Lars Fredriksson, le texte du catalogue d'exposition des éditions de la CTRE en 1986. J'essaie d'y organiser un espace plastique qui favorisera ce feedback dynamique, qui mettra en évidence la non-linéarité de la lecture, croyant que chaque lecture est une écriture possible, que le texte est matière, matière spirituelle. La page est matière, pas surface. Cet espace plastique, ce lieu et ce moment différentiel de réécriture est un devenir espace de lecture ou espace en devenir d'écriture. Mouvement d'écriture que chacun pouvait reprendre pour son compte en utilisant les fils ou ficelles scotchés sur l'une des gravures de Eliael ou la lecture d'un livre double. Dans ce travail de Lars Fredriksson, il y avait 14 gravures, avec des inox, je crois, et il y avait parmi ces 14 pièces un papier, enfin une gravure, sur laquelle il avait scotché, je crois me souvenir, 2 ou 3 ficelles, c'est ça, 2 ou 3 petits fils, et quand il nous l'avait montré avec vous, il utilisait, enfin il faisait circuler la ficelle sur la gravure. Anne-Marie Albiac avait un exemplaire de ce travail, et le scotch ne scotchait plus, donc tout était tombé, et je disais sans cesse à Anne-Marie Albiac, mais il suffit de rescotcher avec un scotch neuf, mais elle ne voulait pas y toucher. Lars Fredriksson poursuit ses lectures. Il ne cesse de nous continuer ses lectures. Lecture pour voir, comme l'avait très bien vu Anne-Marie Albiac dans Loi, lorsqu'elle lisait Aélie d'Edmond Jabès. Loi est un texte d'Anne-Marie Albiac qui est une lecture très singulière de Aélie d'Edmond Jabès. Anne-Marie Albiac lit Edmond Jabès exactement comme Lars Fredriksson nous le fait voir, ou peut-être est-ce l'inverse. Je lis le texte un peu difficile de Loi, enfin un passage. Loi, ça s'écrit L-O-I, entre parenthèses E. C'est dans le texte de Jabès et c'est l'anagramme de œil. Dans la dynamique de l'obscur, ou de l'obscurcissement de cette mémoire, dans le présent optique illusoire, ne demeure que cette noirceur, cadre qui ne cesse de s'approfondir, d'un cube ouvert, par où l'enlisement ou l'adonnement au gouffre, réitère du 4, mortel cependant, nous aspire. L'œil prend dimension du corps, ne l'évaluant plus à ses nombres ou à ses mesures en fiction, mais le corps vision voit les nombres se défaire de lui, à la mémoire de la lettre. L'être isolé, bien que n'existant que par rapport au tracé infime du voir, qu'elle importe dans son élaboration même. Telle cette image de la pensée, obscurcie et lumière, il s'agit du point de référence, du lieu, de l'emplacement et le temps de désintégration de la lumière au centre, illusoire encore, varie nos positions, nos renversements de situation dans un espace aussi peu linéaire. Le lecteur occupe une place dans un espace de lecture, un espace aussi peu linéaire que la lecture, aussi peu linéaire que le regard devant une sculpture en inox, et devant laquelle, une sculpture en inox de Lars Fredriksson, et devant laquelle, je cite Anne-Marie Albiac, le texte que je viens de lire, devant laquelle l'œil prend dimension du corps. Il est curieux de lire chez Anne-Marie Albiac et Lars Fredriksson la même intention à la non-linéarité de l'espace et de la lecture, à la non-linéarité de la lecture dans l'espace
et inversement, si c'est possible. Le livre configure donc nos positions dans l'espace du livre. Le travail de Lars Fredriksson configure nos corps dans un espace d'exposition, de telle sorte que le corps sera conduit à voir les œuvres comme l'œil lisait. Lars Fredriksson nous rappelle que le corps ne peut oublier ses lectures. Et cependant, Lars Fredriksson n'a cessé de vouloir égarer le regard, n'a cessé de travailler à dissocier voir et regarder, pour que l'on puisse en retour pouvoir garder ce qu'on a lu entre voir et regarder. Toute l'œuvre passe entre voir et lire, entre voir et regarder, entre la lecture et l'écriture. Donc le paradoxe initial se redouble, car cette pratique de l'égarement est, comme l'a écrit Jonas Manusson dans le Cahier du refuge de 1999, il s'agit d'une intensification de l'attention vers ce qui est autour. Le poème aide à voir. Dans le travail du nom de Claude Royer-Journoud, Athée, la première séquence du livre, est le nom de la déesse de l'égarement. Je cite Échille dans l'écho est fort. Quand donc s'achèvera, où donc s'arrêtera Athée l'égareuse? Lars Fredriksson pratique l'égarement dans la proximité la plus grande avec le travail de Claude Royer-Journoud. Il voit le poème à travers le mot qui nous regarde. Kandinsky commence par l'écriture, Lars Fredriksson par la lecture, qu'il projette ensuite sur une sculpture, une gouache, un inox, sur une page de livre qu'il incise. Avec l'inox, nous nous observons en vain. Comme le demande Roger Laporte dans Cela ne s'atteint pas, publié dans le numéro d'Argile 9-10, numéro dans lequel Lars Fredriksson intervenait, numéro qui était en partie consacré, enfin avec des textes autour de Roger Giroud. Roger Laporte écrit « Lars Fredriksson ne nous fait-il pas rétrograder jusqu'à notre très lointaine enfance, jusqu'à la phase qui précède l'assomption jubilatoire du narcissisme, c'est-à-dire le stade du miroir, phase antérieure à la formation du jeu, où nous sommes incapables de voir, de sentir notre corps comme un tout. » Fin de citation. Ce jeu, J-E, met un terme au fantasme du corps morcelé. Au lieu de neutraliser cette dispersion, les inox y reconduisent. Oui, avec Lars Fredriksson, avec l'inox, Lars Fredriksson revient aux origines de la peinture qu'Alberti faisait naître avec Narcisse. La surface n'offre pas une limite qui serait tout entière manière de borner la représentation. Elle opère au contraire comme la matrice où ne cesse de disparaître et d'apparaître ce qui nous regarde depuis notre évanouissement dans le miroir. Le corps sur le point de s'effacer. Lars Fredriksson lit Les objets contiennent l'infini de Claude Royer-Journoud. C'est là, je ne connais pas l'histoire, je suis hors de moi, je suis hors de moi. Tel qu'en son lieu, dans le temps du regard, coïncide le lieu avec son propre espace renoué. Roger Giroud. Avec l'inox, l'œuvre donne à voir, mais au-delà d'elle-même. Elle donne à lire. Les œuvres se regardent, elles nous regardent, elles font voir ce que nous lisions. Avec le travail du nom de Claude Royer-Journoud, Lars Fredriksson introduit le texte dans une sculpture en inox qui permet de sortir le livre soit par la gauche, soit par la droite. Cette fois-ci, la lecture entre dans la sculpture et le livre est entre les parois de la sculpture. Le souvenir du mot persiste antérieur à son trait, mais le trait remet en mouvement et remis en mouvement dans et par le verre. Le trait est un dépôt de lecture pour le regard. Je crois que c'est cela, la pratique de lecture de Lars Fredriksson. Tracer un dépôt de sens pour ce regard qui se perd dans l'œuvre.
Les mots sont affectés par la trace, par les incisions sur la page, par les poinçons sur l'inox ou sur les pages du travail du nom. Le tracé est une forme qui donne forme aux mots. Une autre forme que celle des vers sur la page, mais une forme restée au plus près de ce dont elle procède. Il faudrait distinguer chez Lars Fredriksson, je crois, la ligne et le tracé. Et lorsqu'il évoque justement les lignes dans l'humidité, il dit des lignes pour que des lignes qui, pour moi, sont des décisions, et puis ensuite des scissions, du verbe. Walter Benjamin écrit dans Images de pensée: trouver des mots pour ce qu'on a devant les yeux, comme cela peut être difficile. Mais lorsqu'ils viennent, ils frappent le réel à petits coups de marteau, jusqu'à ce qu'ils aient gravé l'image sur lui, comme sur un plateau de cuivre. Il faut renverser la formulation de Walter Benjamin, puisque les mots sont déjà devant les yeux de Lars Fredriksson, qui frappe à petits coups sur l'inox pour nous donner à voir ce qu'il lit. Il ne reproduit pas ce qu'il lit, il rend lisible ce que nous regardons depuis notre lecture. Je reviens à la lettre de Lars Fredriksson dans laquelle il écrit à Claude Royer-Journoud: tu sais bien qu'il faut presque écrire le livre en commençant par le milieu. La sculpture en inox dans laquelle passe le travail du nom comporte 2 pliures, qui divisent donc la paroi en 3 plans, offrant ainsi au regard un milieu. Milieu de dispersion, c'est un titre de Claude Royer-Journoud, milieu de dispersion du regard. Je cite milieu de dispersion. Il s'absente, il se regarde passer, rien, un besoin de saisir. L'inox serait donc aussi ce lieu-jeu, le lieu avec L majuscule, tiret, jeu avec un J majuscule, c'est ainsi que Roger Giroud l'écrit dans son texte lieu-jeu, paru dans Argile. L'inox serait donc aussi ce lieu-jeu, le texte même de Roger Giroud, un espace. Je cite Roger Giroud: ici, comme en suspens, dans l'attente de jeu. Écrit en majuscule J-E. Ne serait-ce pas Roger Giroud qui maintenant, depuis la pièce où il écrit, regardant, dit-il, quelques photographies de Lars Fredriksson, il l'indique dans son texte, donc depuis la pièce où il écrit, il avait apparemment des photos quelques photos, je cite, de Lars, comme il l'indique dans une note de son texte. Donc, regardant en écrivant, ou qui écrit en regardant le travail de Lars Fredriksson. Je ne se regarde pas devant les sculptures. Ces sculptures ouvrent un lieu qui, je cite Roger Giroud, n'a d'existence vraie que par la relation qu'il entretient avec je. Et les signes sécrétés ici n'ont pas le pouvoir de porter jugement sur la nature de ces rapports. Je n'est pas de ce monde, et de tout ce qui est dit ici ne s'adresse pourtant à nul autre que je. Mais je ne peux pas lire, étant la lecture même, étant l'acte que je suis, du fait d'une fatalité atroce ou bienveillante. Je ne sais, incapable d'accomplir. Fermez les guillemets. L'espace est donc une relation créée par les interventions de Lars Fredriksson. Ce qui est donc œuvré dans l'espace, met l'espace en relation avec ce que l'œuvre donne à voir, c'est-à-dire à lire. Il y a des mots, il y a des vers, un livre par-delà ce qui se montre, ce qui montre. Ce qui montre la disparition de je. Lars Fredriksson vise par les mots et par-delà toute image à rendre présent et faire voir la lecture même. Roger Giroud ne savait pas qu'il écrivait devant une sculpture en inox de Lars Fredriksson. Lars Fredriksson savait que ces inox étaient des lieux-jeux hors jeu. Ce qu'on lit, il faut le montrer pour le revoir autrement que lu. Je cite Roger Giroud. Parvenu au poème, le poème n'est plus. Cœur éclaté, paroles médusées,
Ce qui fut n'était rien. Ivresse du poème, visionnaire, il n'a rien vu que le rien qui le meut et qui l'a porté à jour. Le poème n'a peut-être rien vu de sa trajectoire, de ce qui le met en mouvement, mais la lecture de Lars Fredriksson aura restitué au regard son mouvement dans la coïncidence parfaite avec avec l'espace dans lequel cela se montre. Merci. Ok. Hallo. Bon. Alors, mais je pense que c'est bien la traduction qui a fait la couverture, non? Non, mais c'est vrai. Il a fait le point. Il a discuté ça beaucoup avec Gallimard, oui, avec Chabès. Ouais. Donc, ouais. Non, je suis assez sûr. Eric, en 2018, tu as proposé cette définition de la composition manuelle au plomb. Une intensité de lecture, un exercice de lenteur, quanta d'énergie et de temps cristallisé dans la forme des objets que nous produisons à destination de futurs lecteurs dont nous ignorons tout. Alors, pour moi, ça pourrait aussi être une définition de la lecture chez Fredriksson. Mais ici, de toute façon, tu vas nous parler de livre sculpture, le travail du nom, que tu as écrit comme un des exemples les plus aboutis de la collaboration d'un artiste et d'un écrivain. Et je te cite encore, c'est en raison de l'inquiétante singularité de ce livre, de la violence et de la fascination qui ne manque pas d'exercer le travail de nom sur le lecteur-spectateur, que nous croyons pouvoir justifier l'étude que nous consacrerons à cette séquence de textes de Rio Journaux. Alors, j'espère que tu vas nous en dire plus sur cette fascination. Hein. Ben oui. Bonsoir à toutes et à tous. Et alors, j'espère simplement que, je crois que c'est le cas, il y a les œuvres sur papier qui sont présentées. Ah oui, elles sont les gravures de voilà, donc vous travail pouvez du nom. Les voir. Oui, voilà, parce que c'est un peu abstrait sinon, si on ne peut pas les voir physiquement. Enfin, et on peut voir le livre sculpture dans des vitrines, là-haut, non? Oui. Donc voilà. Ouais. Alors, moi je vais en fait finalement préciser ce qu'a dit Francis, puisque je vais aller un peu essayer d'analyser un peu le sens de l'intervention de Lars Fredriksson dans les gravures qu'il a faites pour le tirage de tête du travail du nom. Et alors avant, en préambule, je me suis dit que en fait les interventions papier sur le papier, disons, de Lars Fredriksson, contrairement peut-être à d'autres dont on peut avoir perdu la trace, elles sont peut-être, on peut les référencer, on peut les comment dire, de façon exhaustive, quoi. Disons, on peut les conserver et les référencer. Et je pense que ce référencement, ce serait assez utile pour établir une sorte de grammaire des gestes de Lars Fredriksson. Je pense qu'il y aurait toute une grammaire à faire. Si c'est une aquarelle, si c'est un dessin, est-ce qu'il est au crayon, est-ce qu'il est, si c'est une gravure. Je pense qu'il y aurait moyen de faire comme ça une sorte de grammaire des interventions, oui, de Lars sur le papier. Voilà. J'y pense à cette grammaire comme quelque chose qui pourrait être assez utile, je crois. Et dans cette grammaire, il y aurait une place qui serait donnée évidemment à la gravure, dont la période quand même est assez circonscrite. Elle commence au moment où Lars Fredriksson, qui vit dans le sud de la France, rencontre Aimé Mag,
Et à un moment donné, dans l'année 70, si j'ai bien suivi la frise chronologique qui était dans le catalogue d'Expo de Nice, c'est dans l'année 70 que Aimé Mag ouvre de façon illimitée son atelier, les ateliers de la Fondation Mag à Lars Fredriksson, qui peut y venir travailler et faire ce qu'il veut. Et je pense que ça a été une liberté assez incroyable pour Lars Fredriksson, qu'il a exploité maximalement, j'imagine. Et je pense que le point culminant de cette période, c'est vraiment le travail du nom, les gravures qui accompagnent le tirage de tête du travail du nom. Et c'est ce dont je vais essayer de parler ce soir. D'abord, un petit point à soulever, c'est que on parle de gravure. Enfin, c'est Lars Fredriksson qui nomme son travail gravure. Et alors, en français, disons, on nomme gravure deux choses qui sont assez différentes. D'une part, ça peut signifier comme on serait un graveur sur pierre, ou je ne sais pas, c'est gravé, ou un graveur sur du métal. On grave un positif. C'est ce qui est donné à voir. Dans un deuxième sens, la gravure, c'est le travail du négatif. Et on grave une pierre, mais cette pierre, on la grave dans le sens du négatif, de façon à ce qu'ensuite on mette de l'encre et on l'imprime sur papier. Et ces deux sens qui sont non pas opposés, mais qui sont différents. Dans l'un, on fait un positif, une gravure sur pierre, admettons, ou sur un bijou en argent, et de l'autre, la gravure qui va servir à imprimer plusieurs exemplaires souvent de papier. En fait, finalement, on imprime du papier. Ce qui me semble assez étonnant, c'est que Lars Fredriksson, finalement, fait des gravures sur papier, mais sans encre. Et là, je trouve qu'il y a déjà, dès le début, quelque chose qui est assez radical, c'est-à-dire qu'il utilise la gravure, il utilise la gravure comme s'il était graveur sur pierre, mais en fait il grave le papier. Le papier qui est une surface extrêmement fine, et donc immédiatement le recto et le verso existent, mais ça ne passe pas par l'impression. Ce à quoi on est habitué quand on parle de gravure et de papier. On imaginerait un tirage à 50 exemplaires d'une gravure qui a été produite par un artiste, mais entre les deux, il y a un imprimeur qui est venu l'imprimer à 50 exemplaires. Donc là, on a affaire à une gravure qui est ni tout à fait du positif, ni tout à fait du négatif. Elle se situe dans un espace un peu entre deux, et puisqu'on parlait de l'encre, je pense qu'on peut signaler ça, puisque c'est quand même Lars Fredriksson qui donne le nom de gravure à ses interventions sur papier, à certaines de ses interventions sur papier. Donc je pense que ça pourrait rentrer déjà dans cette grammaire qu'on pourrait élaborer des œuvres, des types de gestes que Lars Fredriksson a fait dans ses œuvres sur papier. La deuxième chose qui me paraît intéressante, s'agissant de cette gravure sur papier, c'est que l'intervention de Lars Fredriksson est toujours violente. Par rapport à du papier, c'est une violence. Et donc, il coupe, il déchire, il balafre. Le papier, c'est toujours des interventions qui sont extrêmement violentes. Et je pense que si on continue dans cette histoire de grammaire, on pourrait distinguer. On pourrait distinguer les types de violences ou d'attentats qu'on peut faire au papier. Alors on dira, on peut froisser un papier, on peut le marquer avec un outil qui n'est pas tranchant, donc on l'enfonce, je ne sais pas comment. Après, il faudrait trouver le lexique pour expliquer tout ça. On peut le percer avec une sorte de poinçon, crac, une pointe sèche. On peut le déchirer à la main, comme ça, ou alors on peut carrément le couper avec des ciseaux ou une lame ou autre. Et donc la liste, elle n'est pas close, c'est juste ce que j'ai imaginé, quel type d'agression on pouvait faire à du papier. Et je pense que Lars Fredriksson, je ne pense pas qu'il ait froissé du papier,
mais toutes les autres, je peux vous assurer qu'il qu'il les a pratiquées. Et donc c'est toujours un geste extrêmement violent. Moi je trouve, enfin, par rapport à... C'est une forme d'agression ou d'attentat, voilà, sur le papier. Et je pense qu'il y a donc que ça soit coupé, ça il l'a fait dans Schlangvar, que ça soit perforé, il l'a fait dans le travail du nom, ou dans d'autres, que ça soit poinçonné, tout type, enfin il a un peu tout essayé. Dans le travail du nom spécifiquement, il y a 3 de ces formes d'attentats qui se déclinent, on va dire. La première, c'est de marquer le papier avec un outil qui n'est pas tranchant. La deuxième, c'est de perforer avec un poinçon. Et la troisième, c'est de déchirer. Et ces 3 attentats, formes d'attentats, elles se suivent au fil de la succession des séquences du livre de Claude Royer-Journoud. Il y a 3 séquences. Francis en parlait, il y a d'abord Athée, qui est une déesse grecque. Ce texte provoque, disons, une intervention de Lars Fredriksson. Après, il y a une séquence qui s'intitule « Voici ». Ça provoque une deuxième type d'intervention de Lars Fredriksson. Et enfin, ça se conclut par l'atterrement, et où il y a à nouveau une intervention de Lars Fredriksson. Ces 3 interventions sont appelées des tergispices par Lars Fredriksson, mais je vous expliquerai pourquoi après. Et donc elles sont numérotées. Tergispice 1, c'est celle qui annonce Athée. Tergispice 2, celle qui annonce Voici. Tergispice 3, celle qui annonce l'atterrement. Et donc je vais juste commenter rapidement le rapport, le type d'intervention de Lars Fredriksson en lien avec le titre que Claude Royer-Journoud a donné aux séquences de son texte. Donc on a dit que Athée c'était une déesse grecque de la mythologie grecque et qu'elle intervenait assez souvent dans les tragédies antiques. Chez Échille notamment, on la retrouve souvent. Pardon. Et j'ai trouvé une définition, parce qu'en fait c'est une déesse très abstraite et quasi difficile à définir, mais j'ai trouvé une définition qui est très simple et qui est assez lapidaire et qu'on doit à Jean Kéval dans son Lexique des dieux. Je pense que Claude Royer-Journoud a lu cette définition, qui est très bien, elle est sobre et simple. C'est la perdition par l'aveuglement. Athée, c'est la perdition par l'aveuglement. Donc Athée, dans les tragédies grecques, elle arrive toujours à la fin, c'est-à-dire quand le désastre a eu lieu. L'homme, le héros ou l'héroïne tragique s'est perdu. Athée l'a aveuglé sans qu'il s'en rende compte, et le désastre a lieu, et l'homme et le héros ou l'héroïne est terrassé, et le drame se dénoue, et le cœur invoque assez souvent Athée en disant misère, Athée est passé, ça y est, c'est le désastre est accompli, tout est terrible et tragique. Voilà. Donc c'est vraiment l'ultime moment des tragédies chez Échille. Enfin j'ai mon Échille là, j'ai corné toutes les pages où elle intervient au moins une dizaine de fois dans les tragédies, à chaque fois à la fin, et c'est le moment vraiment où tout est détruit. Je pense que Oedipe, c'est une bonne représentation de l'influence, parce qu'en fait, elle n'a pas de figure, Athée, donc c'est juste une sorte de force qui est intervenue, comme ça, qui traverse. Et Oedipe, c'est le parfait exemple, qui finit par se crever les yeux, donc l'aveuglement est aussi en jeu. Et Athée, donc je vous relis la définition de Jean Kéval, c'est la perdition par l'aveuglement. Voilà. Et si on considère la première gravure de Lars Fredriksson pour la séquence qui va s'appeler Athée, donc chaque fois les gravures tergispices précèdent le texte de la séquence. Et ce qui est tout de suite remarquable, c'est qu'elle est signée, la gravure, au crayon de papier, en bas.
Donc c'est-à-dire que le regard qui ouvre le livre, donc de luxe, hein, tout ça, hop, il est immédiatement attiré par une signature en bas, Lars Fredriksson. Et en fait, il loupe la gravure. C'est impossible de ne pas la louper. Donc là, il y a comme un dispositif qui fait qu'on ne perçoit pas le travail de Lars, et c'est volontairement que c'est prévu. Et donc c'est comme dans un deuxième temps qu'on s'aperçoit, tiens, mais il y a une gravure. Et cette gravure, c'est un trait, chlac, qui traverse comme ça la page. C'est extrêmement violent. Et c'est cette force-là qui semble assez adéquate pour dire athée, titre que l'on trouvera en tournant la page. Voilà. Donc il y a comme ça quelque chose de violent et après coup. Il me semble que c'est assez net. Après, c'est chaque personne, chaque lecteur fait son expérience de lecture. Mais pour moi, c'est vraiment assez frappant. Et je reviendrai sur la raison du fait que la signature apparaît en bas. Parce que ça me trouble pas mal. Mais en tout cas, le regard est immédiatement attiré par la signature, et ce n'est qu'en remontant qu'il voit la gravure qui est imperceptible puisque non ancrée. C'est juste un trait dans le papier. Donc c'est vraiment pas évident à voir. On parlait tout à l'heure de Lars, des choses inframinces et quasi imperceptibles. Là, c'est un exemple assez formidable. Et donc c'est comme si on compare, disons, cette lacération, ou chose comme... C'est pas une lacération, on dirait que c'est une balafre, ou alors comment j'ai appelé ça, une scarification. Une balafre, c'est-à-dire, ça a déjà cicatrisé. On a l'impression de quelque chose qui a déjà eu lieu. Ou scarification, quelque chose la peau qui a été atteinte, vraiment de façon violente, et qui est cicatrisée, qui laisse une marque. Ce serait quelque chose de cet ordre-là, l'intervention de Lars Fredriksson. Donc vraiment assez violent, mais comme dans un effet d'après-coup. Et donc c'est ce qui a... Bon, après il y a un contrepoint parce qu'il y a une deuxième ligne qui vient s'enrouler et se prolonger. En fait, il faut tourner la page parce qu'en fait il y a une question de recto verso, mais en fait, si on regarde, on voit quelque chose qui va s'enrouler autour du titre, athée, et donc c'est assez beau, mais bon, voilà, j'en dis pas plus. Et donc, athée ouvre le travail du nom. Et donc, on a dit que athée, c'était le nom d'une déesse. Et moi, j'ai fait l'hypothèse, dans mon petit travail que j'ai consacré justement au travail du nom, c'est que peut-être que le travail du nom, le texte de Claude Royer-Journoux, était le récit de la transformation d'un nom propre, donc la déesse grecque, athée, en un nom commun. Et ce nom commun, c'est l'atterrement. Parce qu'en fait, dans l'atterment, on ne peut pas ne pas entendre quand même athée. Athée, atterment. Et cette lecture semble se renforcer aussi sur un plan logique, dans la mesure où, une fois que athée est intervenu, que le désastre a eu lieu, eh bien, on est atterré. Le lecteur de la tragédie ou le spectateur de la tragédie est atterré et comment dire... j'ai écrit ça, et frappé de stupeur. L'atterrement, c'est être frappé de stupeur. Voilà. Et je trouve que, logiquement, les deux séquences semblent bien être liées. Le spectateur ou le lecteur de la tragédie est frappé de stupeur, atterré, et le héros ou l'héroïne tragique, elle est terrassée. Dans les deux, il y a le mot terre, atterré ou terrassé. Mais enfin, en tout cas, c'est une sorte de résultat. L'atterrement dit une sorte de succession logique à athée, me semble-t-il. Bon, si on ne lit que les titres pour le moment. Mais pour passer de athée à l'atterment, eh bien, il faut lire la séquence centrale qu'a écrite Claude Royer-Journoux et qui s'appelle « Voici ». Voici, et il faut du coup feuilleter le livre et considérer le deuxième tergispice, la deuxième gravure de Lars Fredriksson. Alors ce tergispice, cette gravure, se caractérise par des perforations dans le papier. Donc ça, c'est une deuxième forme d'attentat violent faite à du papier quand même.
Et c'est tantôt recto, tantôt verso, enfin. Mais moi, j'ai vu une sorte de braille, comme quelque chose qui serait de l'ordre du braille, donc cette lecture pour les aveugles. Donc ça permet, le Tergispice 2, dans la lecture de Lars Fredriksson, permettrait de passer, ou je rêve, vous m'arrêtez si je suis trop fou, mais la perdition par l'aveuglement, cette forme de braille qui annonce le titre qui va s'intituler « Voici ». Alors « Voici », c'est non pas comme notre préposition habituelle « voici, voilà », mais c'est « voix », V-O-I-S-si. Donc le verbe voir est vraiment pointé. Et là, je pense que Lars Fredriksson, il assure une sorte, avec son intervention, sa gravure, il assure une sorte de transition qui est assez inouïe et qui est d'un grand lecteur. Enfin, à mon avis, il colle au récit, si on peut dire, quoi. Bon, moi, je trouve ça miraculeux. Enfin, je trouve ça assez splendide. Bon, voilà. Et alors donc ça nous amène à l'atterrement. Mais donc on a hâté l'atterrement, voici bizarrement qui est au milieu, mais si on pense une sorte de paradoxe sur le voir, qui est tout à fait assumé par Lars Fredriksson, ça se tient. Mais surtout ce que je voudrais signaler, c'est un distique qui est dans Voici et que j'ai cru lire comme deux vers qui faisaient trembler en fait l'ordre logique de succession entre athée et l'atterrement, qui le renversait. Je ne vais pas vous expliquer ça en détail, mais je suis assez confiant de ma lecture, mais bon, je ne vais pas vous le lire, vous expliquer ça tout de suite, mais en tout cas, je vous lis le distique. De chute à déchet, la main prise dans la page. Ça, c'est de Claude Royer-Journoux, c'est la fin de Voici. Et dans la mesure où le braille, quand même, implique un toucher, le sens du toucher, puisqu'on est aveugle, eh bien, je pense que, finalement, Lars Fredriksson met en scène ce distique, voilà, tout simplement. Et donc, il fait l'articulation exacte au point précis de la lecture du récit, il trouve une solution plastique. Voilà. Après, il y a un troisième tergispice donc, qui annonce l'atterrement. Alors, l'atterment, c'est la conclusion logique et de tout ce récit-là. Et Lars Fredriksson choisit l'acte le plus violent qu'on puisse faire à du papier, c'est-à-dire déchirer. Et c'est vraiment un livre de luxe et tout. Et voir une page déchirée, c'est quand même assez bizarre. Et je trouve que là, c'est d'une audace qui est quand même forte, et on n'a pas encore quand même considéré à la hauteur de son exigence tout son travail, quoi. Parce que là, je trouve que c'est vraiment stupéfiant. Voilà. J'en dis pas plus sur l'atterment, c'est compliqué, il faudrait que on en parle mieux, mais bon, donc là je fais court, et je vais directement à la quatrième gravure, parce qu'en fait il y a 3 séquences, mais Lars Fredriksson fait 4 gravures. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire la quatrième gravure, elle annonce la table, c'est-à-dire que Lars Fredriksson considère, au même titre que les textes qui ont été écrits, eh bien, la table des matières. Il la considère comme un texte aussi, et lui consacre également une gravure. Cette gravure, c'est une balafre, enfin, ce que j'appelle une balafre, ou je sais pas quoi, comme ça, donc avec un outil pointu, mais qui ne traverse pas le papier, et qui descend comme ça, vertical. Donc là, et juste après, on a les 3 sous-titres, athée, voici l'atterment, donc on a comme ça une verticalité qui s'impose. Ce qui est intéressant, c'est que Lars Fredriksson intitule cette dernière gravure frontispice. Donc il y a eu des tergispices 1, tergispice 2, tergispice 3, et puis après il y a frontispice. Alors c'est-à-dire qu'il fait un renversement, pour citer un mot cher à Claude Royer-Journoux. C'est-à-dire on rentre par la fin, par le dos, tergispice, c'est le dos,
Et à la table des matières, on a l'entrée. Et on trouve ici l'explication de la signature. Je vous ai dit en ouverture que la première gravure était signée. En fait, on signe à la fin. A priori, on présente 4 gravures, elles sont signées à la fin. Et là, comme il a renversé, il signe au début. Et donc là, tout est clos. Enfin, je veux dire, le sens de l'intervention de Lars Fredriksson est quand même splendide. Enfin, je ne sais pas comment dire. Voilà. Bon, et alors, ce qui est maintenant assez intéressant, pour finir, et je m'arrête là-dessus, c'est que ça s'appelle donc le travail du nom. Et moi, je pense qu'il y a un travail du nom qui fait passer d'un nom propre à un nom commun. Mais dans le livre qu'a accompagné Lars Fredriksson, eh bien, il y a aussi dans la table des matières, il y a le titre de ses interventions. Donc en fait, en nommant tergispice et frontispice, il a travaillé le nom Lars Fredriksson aussi bien que Claude Royer-Journoud, finalement. Et alors c'est là où ça se complique, parce que ça se complique encore un peu après, c'est qu'il a rajouté un cahier de gravure supplémentaire. Lars Fredriksson a rajouté un cahier de gravure supplémentaire où il y a du texte. Il écrit du texte, il produit des gravures, et là c'est compliqué. Alors ça je vous le laisse à réfléchir pour la suite. Voilà. Et donc, la table des matières est compliquée. Il y a tergispice 1, AT, tergispice 2, voici, tergispice 3, laterment, frontispice, table. Et après, cahier de gravure supplémentaire qui est annoncé dans la table. Voilà. Donc, ça fait un objet extrêmement complexe. Francis nous a parlé de l'inox qui entourait. On pouvait rentrer des deux côtés. Frontispice, tergispice, voilà, tout ça. Bon, il faut encore après considérer le cahier de gravure supplémentaire, après l'inox, après il y a un plexiglas qui vient, c'est d'une complexité infinie. Voilà. Et je vous laisse avec ça. Merci. Voici 3 lectures apparentées, mais pourtant assez différentes de la lecture chez Lars Fredriksson, qui vraiment, nous l'avons éprouvé ce soir, porte une attention très singulière à l'acte de lire en déplaçant le relief, en arrêtant le sens. L'art de Fredriksson, nous en faisons l'expérience à chaque instant, est un art non affirmatif, un art qui refuse d'affirmer ce qu'on sait déjà ou ce qu'on déjà fait. Mais, comme on a également dit, c'est aussi un art qui, par là, rend possible une recherche plus perceptive et ouverte. Hein. Mais, même si le travail de Fredriksson vise l'immatériel, il est sans cesse rematérialisé. Nous avons également entendu ça à plusieurs reprises ici, dans de nouvelles instantiations. Et si la lecture tensive et même déchirante chez Fredriksson revient du mental, elle implique néanmoins une physiologie et une série ouverte de manipulations matérielles, souvent très, très violentes. C'est un art qui procède d'une physiologie de la lecture. Michel Cohen-Halimi, ici présente, cite Fredriksson dans son très beau livre sur la lecture, l'Anagnoste, également chez Eric Pessi, éditeur, un livre qu'elle appelle un livre à rebours, parce qu'il essaie de décrire la lecture, ses états, ses mouvements, etc. Alors, il y a un texte entre les tympans du poème, qui est une lecture d'un texte de Pascal Quignard, qui commence par une citation de Fredriksson. « Je voulais utiliser les fréquences qui correspondent à la distance entre les tympans. » Mais alors, la question que je voulais aborder ici concerne ce que Michel Cohen-Halimi appelle ailleurs, dans son texte sur Claude Royer-Journoud, la lisibilité seconde. Alors, et si cette notion d'une lisibilité seconde,
pourrait peut-être être pertinente aussi pour nos tentatives d'approche des questions de la lecture chez Fredrickson, une lecture non comme une transmission de sens ou d'un savoir prévisible, mais comme une expérimentation ouverte sans finalité, une expérience ouverte de temps et de l'espace. Alors je cite Alimi, ce poète, c'est donc encore Royer Journaux, nous apprend sur la lisibilité autre chose que ce que c'est la philosophie. C'est au fond le savoir de lecteur qui se convoque ici. Il s'agit de saisir la lisibilité comme une invention d'espace, interrogeant à la fois la consistance et la mémoire des mots sur la page. Qu'est-ce qui nous prévient de nous entendre lire? Cette partie de la pensée qui procède d'une physiologie de la lecture, est-elle vouée au silence, comme si elle était le dernier secret de notre réflexion, alors qu'elle n'en est peut-être que le dernier obstacle? Il semble qu'une part de nous-mêmes soit poreuse à des effets matériels de sens, agencement des mots, enjambement, rejet, écart grammatical, indétermination d'accord, etc., sans jamais pouvoir naître à la signification par notre langage. Nous y connaissons même une augmentation d'aphasie qui nous rend le travail poétique tour à tour proche et lointain. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à dire sur Fredrickson par rapport à cette notion d'une lisibilité seconde, sur la lisibilité comme une invention d'espace approchant à la fois la consistance et la mémoire des mots sur la page. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste pour ouvrir. Ou même... Moi, je dirais, dans le travail du nom, ce serait comme si Lars Fredrickson inventait une syntaxe superposée à la succession des séquences qu'a écrites Claude Royer-Journaux. Donc il y a un truc de deuxième niveau. Je sais pas, il ne lit pas comme nous sommes lecteurs. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il a une vue, je sais pas. Alors je sais pas si je dirais lisibilité seconde, mais en tout cas c'est comme s'il a inventé une syntaxe. Moi j'ai l'impression, mais qui vient par-dessus et qui est gestuelle et voilà. Je sais pas si c'est clair. Francis? Non, moi je crois essayer de dire que il me semble que je suis parti de cette lettre qui est très étrange parce que ce qui le préoccupe d'abord et avant tout, j'ai l'impression quand il traduit Claude Royer-Journaux, et ça nous indique peut-être la manière qu'il a de lire, c'est une attention extrême aux mots. Et c'est un peu étrange, parce que lire un poète, surtout comme Claude Royer-Journaux, le mot dans l'espace, le vers dans l'espace, c'est fondamental. Alors, moi j'ai l'impression que c'est... Là, il y a une grande proximité, par exemple, avec un poète comme Giroud, qui pense le poème à partir du mot, et de la lettre. Donc là, il y a une grande affinité entre deux. Peut-être encore plus forte pour le coup, qu'avec Claude Royer-Journaux, me semble-t-il. Et j'ai le sentiment que peut-être il lit Claude Royer-Journaux quand il le traduit à partir de Giroud. C'était tout à fait étrange. Et quand Giroud écrit Lieu-jeu, je pense que lui, à l'inverse, il fait du Fredrickson. C'est très étrange, ces affinités inversées, complexes, entre ces poètes et Lars Fredrickson. C'est très frappant quand on voit le numéro d'Argile. Moi, je l'ai relu, et donc c'est un numéro qui est en fait conçu par Claude Royer-Journaux à la suite d'un livre qui devait être publié sur Roger Giroud et qui n'a pas pu se faire, et donc ils ont été accueillis dans Argile par Claude Esteban. Mais c'est très frappant de voir comment les textes
se répondent les uns les autres, et on a presque le sentiment qu'ils se répondent autour du travail de Lars Fredriksson, parce que la question de la vue est constante dans tous les textes. C'est très très frappant, ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, il y a aussi cette question que Jean Dève traite depuis longtemps, c'est la question de voir... non, attends, c'est quoi? C'est la lisibilité et la visibilité. Voir un texte et lire une image. Enfin, il y a cette espèce de chiasme entre les deux. Et ça, je pense que Lars Fredriksson, il était vraiment très attentif à ce genre de choses. On peut voir un texte et on peut lire une image. Ou on peut lire une gravure. Je pense que l'effet de Braille, là, quand même, elle a ce sens-là aussi, quoi. Donc ça, c'est des questions qui intéressent toute cette génération, quand même. Giroud aussi bien, voilà. Elena, par rapport aux traductions, on sait que Lars, il a voulu publier donc les traductions chez Bonniers, l'éditeur en Suède. Mais alors, c'est pas évident de venir avec une douzaine de livres comme ça. Donc, apparemment, Bonniers a proposé qu'il va faire une anthologie, mais il a refusé. Parce qu'il voulait vraiment avoir Un livre de oui, l'espace. Mais c'est pas... évidemment, c'est pas un hasard qu'il a choisi les corpus, ces 10 ou 12 livres comme ça. Et tu as parlé de toutes ces références entre les écrivains et Lars, etc. Est-ce que tu as pensé sur ça, Helena? Pourquoi il a... Je veux dire qu'il y a quand même quelque chose qui est assez... à l'époque, on parlait de poésie blanche, etc. C'est pas réussi, c'est pas très réussi, mais quand même, il y a une certaine tension, dramatisation entre le texte et ce qu'on voyait comme le vide, mais ce qui n'est pas le vide de tout, qui se trouve dans tous ces livres, qui a vraiment cette tension qui traverse tout ce qu'il fait, tout ce que Lars fait sur tous les niveaux, qui n'est pas très visible de temps en temps. Et il y a même des interventions qu'on ne voit pas du tout. Je me souviens j'ai cherché dans le numéro 22 de la revue Change, c'était en 1975, quelque chose comme ça. Donc, Lars, dans sa bibliographie, il a mentionné comme dessin absent. C'est vraiment, il n'y a rien. Il y a vraiment, mais pourtant, il y avait tout un dialogue avec Jabès, etc. pour les dessins. Et ce dessin est marqué sur la couverture, le dos de... Non? Oui, mais il n'existe pas. C'est vraiment... et aussi dans la préface, on écrit beaucoup sur ce dessin, etc. Mais il n'y a rien. Donc, mais c'est vraiment quelque chose, à la limite peut-être, donc même pour Lars. Oui, je sais qu'on a très peu de temps. Il faut peut-être... est-ce qu'on attend pour une question ou s'il y a des commentaires dans le public? Oui. Commentaires? Question, commentaire? Rien? Moi, j'avais juste une question sur Pardon, ce que vous décrivez comme gravure. C'est une gravure qui ne fait pas du multiple, puisqu'elle n'est pas ancrée. Non, mais si, je pense que c'était fait en multiple, hein, quand même. Parce que Est-ce que l'intervention est unique à chaque gravure? Ou est-ce qu'il y a une matrice? Est-ce que la gravure, c'est une matrice? Ouais. Je pense qu'il y a une matrice. Et donc, sans encre, comment ça marche? Il attaque le papier directement. Mais je pense qu'il y a des matrices. Moi, je pense que
Si j'ai un exemplaire du travail du nom, c'est le même que celui que tu as en tirage de tête. C'est pas qu'il a fait chaque fois à la main, il n'a pas percé chaque tergispice. Mais c'est différent, il le dit, c'est différent pour l'introduction de l'appel. Oui, là, il a fait à la main. Mais je pense que là, il est chez Mag, il a tout l'atelier qui est à disposition et il fabrique des matrices pour pouvoir percer le papier de la même façon sur les 40 ou 70 exemplaires de tête, ou même il y en a un peu plus d'ailleurs. Mais ça, en tout cas, je pense que... Mais ils ne sont pas sur des pierres, par exemple. Je pense sur de la pierre, sur une plaque en fer, sur je sais pas, une plaque en bois. En tout cas, il y a une presse sans doute, et il doit y avoir une matrice, je ne sais pas de quelle nature elle est, quoi. Mais je pense que oui. Donc on est sur du multiple. Oui, mais sans encre. C'est ça qui est quand même... Ils les appellent les monogravés, non? Les gravures. Monogravés. Ah bon? Ah bon? Non, je pense. Il faut voir, Oui, voilà, il faut revoir nos fiches. Encore des questions, des commentaires? Non, pas du tout. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à jeter un œil sur ce livre là-bas, qui est quand même un chef-d'œuvre. Merci infiniment. Merci beaucoup Eric Pesti, Francis Cohen, Hélène Eriksson et Jonas J. Magnusson. Et donc on attend avec l'impatience votre ouvrage. Merci d'être venu et bonne soirée. Merci.